Salut les petits garagistes et bienvenue pour ce nouvel essai du petit garage. Bon, aujourd'hui on va essayer une voiture qui m'est assez chère parce qu'en fait c'est la mienne depuis 10 ans maintenant. Et j'en ai fait du parcours avec celle-là. Ainsi donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la CRX VTEC, la EE8 en bleu céleste parce que c'est la meilleure des couleurs. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même faire un énorme remerciement au CRXFR, au Young Timers Magazine, et aussi à Bruno qui se reconnaîtra, à Paris Auto Event et à l'UTAC pour la mise à disposition de cet anneau magnifique en fait, qu'est l'anneau de Montlhéry. D'ailleurs, en parlant de ça, avant qu'on commence cette vidéo, je serai au Young Timers Festival comme chaque année, en espérant que le Covid ne refasse pas des siennes d'ici là, et j'espère vous y retrouver nombreux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le physique de la voiture, mais avant toute chose, un petit générique comme il se doit. Allez, c'est parti. On va commencer comme d'habitude par le physique de la bagnole. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Honda CRX, je vous invite dès maintenant à aller faire un petit tour sur la chaîne afin de découvrir les secrets du petit modèle sauce wasabi de la marque OH. Commençons tout de suite par ce que je dirais de la Honda CRX, c'est-à-dire que pour moi la Honda CRX c'est ce qu'on appelle un timeless classique. En fait, peu importe l'angle d'où on la regarde, la voiture n'est jamais incohérente dans son design. Elle est originale, elle est belle et elle est toujours, je le répète, cohérente. Je pense que cette étincelle de génie, on la doit aisément à la participation de Pininfarina à ce projet. Contrairement à la version ED9, cette version VTEC dispose de feux long et de clignotants étirés, une grande calandre et des écopes qui pourraient laisser place à des anti-brouillards. En fait, les modifications ont permis de rajeunir assez clairement la CRX pour le passage aux années 90. Un style donc un peu plus adouci, un capot bombé sur toute son entièreté contrairement au capot creusé avec la petite bosse, mais cela reste quand même un délice pour les yeux. Passons directement sur la partie arrière du véhicule et c'est ce que je trouve, à mon sens, développe entièrement le style de la CRX, un style qui était déjà présent, on en avait les prémices en fait sur les modèles AH et AS53 à l'époque, mais sur ces modèles EE et ED, on en a ici vraiment la quintessence, vous voyez, avec la meurtrière, ici sur ce modèle VTEC avec le petit béquet, c'est plein de gimmicks, c'est plein de petits coups de génie qui font que ce cul est pour moi en tout cas un chef-d'œuvre. Vous voyez, un petit peu comme celui de Jennifer Lopez, on se lasse jamais de le regarder peu importe son âge. Un trait commun à toutes les CRX évidemment, c'est la proéminence du bouclier arrière. La ligne fuit doucement vers l'arrière, vers le petit aileron, mais surtout la voiture est ceinturée de part en part via des petites protections en plastique, des petits boudins et des bas de caisse également recouverts de plastique. Je trouve que ça finit plutôt bien la ligne en fin de compte. Et donc petite dédicace au CRXFR. Le bleu, je confirme, c'est bien mieux. À l'intérieur de l'E8, en fait c'est simple, Honda a cherché à justifier un petit peu l'excédent de prix avec quelques petites touches plutôt bienvenues en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire des surpiqûres rouges, du cuir de vachette, mais surtout aussi une ambiance un peu plus sport, un peu plus luxueuse avec des aiguilles orange, un compte tours qui va jusqu'à 9000 tours. Et surtout, un truc assez important à l'époque, le témoin de réserve. Par contre, en ce qui concerne cette banquette arrière, c'est toujours ce qu'on appelle un supplice pour les potes. Théoriquement, les panneaux de porte sont vraiment prévus pour les genoux, la forme des dossiers est vraiment prévue pour pouvoir s'asseoir les jambes écartées, et le dessin incurvé de l'assise vous permet normalement de ne pas toucher le toit. Le problème, c'est que ça, c'est en théorie. Je vous laisse admirer par vous-même. Bon alors les gars, on est bien installés? On est bien là. Regarde, il y a de la place pour les genoux, il y a de la place pour la tête. Qui a dit que les CRX c'était pas des familiales? Ah bah c'est une familiale. Complètement là. Bah ouais, pas bien. Rôtisserie familiale, maintenant je vous laisse 2 heures, je reviens, j'ai tout à vendre de Je sens le soleil surtout mon gars.
Ah oui, en fait, le véritable problème de la CRX, il se trouve ici. C'est qu'en fait, d'ici 2 ou 3 km, les mecs, ils vont commencer à cramer. Donc, je crois qu'en fait, ce que vous pouvez lire dans tous les magazines, c'est une vérité. La banquette arrière, c'est vraiment une banquette d'appoint. La CRX est un véritable coupé 2+2. Passons désormais sous le capot. Évidemment, la mécanique de la CRX VTEC, c'est là le cœur de la bagnole en fait. La technologie VTEC à l'époque proposait un agrément vraiment proche des voitures de course de l'époque, c'est-à-dire un couple plus faible qu'une clé à choc Wish déchargée, mais par contre une puissance vraiment placée au mont Everest quoi. En fait là, il faut vraiment jeter l'aiguille dans la boîte à gants pour en obtenir le meilleur. Cela étant, c'est quand même suffisant pour ce petit 1,6 litre, le B16-1 étant le 1,6 litre de série le plus puissant en Europe à l'époque, pour filer jusqu'à 222 km/h. En chiffres performance, j'ai envie aussi de vous parler du 0 à 100 qui s'établit en 7 secondes 2 et 1 km départ arrêté qui s'établit en seulement 29 secondes et 3 dixièmes. On en arrive au meilleur moment, c'est-à-dire à l'essai. Écoutez, c'est simple, au démarrage, comme toutes les Honda, on a affaire à quelque chose de très régulier, un timbre de voix qui ne laisse entendre aucune fausse note. En fait, la CRX, sur les 3 premiers rapports, a une fiche technique qui ne ment pas. La première, la deuxième et la troisième s'enchaînent sans aucun trou notable. C'est parfait, c'est tout ce qu'on lui demande en fin de compte. Jusqu'à 150, on a une voiture plutôt précise et réactive, tant au niveau du moteur que de la boîte, avec une commande qui est parfaite de surcroît. En ce qui concerne le moteur, entre 50 et 150, il prend tout son sens. Le moteur reprend très simplement au-dessus de 5000 tours minute, surtout en mode VTEC à 5500 tours minute, et permet de rattraper plus ou moins toutes les figures scabreuses qu'on pourrait faire avec. Le truc, c'est que malgré tout, la boîte de vitesse, contrairement à l'ED9 qui était super bien étagé sur les 5 rapports, grève un petit peu le moteur ici. Je vous explique plus ou moins le déroulement des opérations. Vous accélérez à fond, première, deuxième, troisième, vous arrivez à 150, vous passez à quatrième, on a là une vitesse un peu plus longue qui vous emmène aux environs de 190-200. De là, vous passez la cinquième et le moteur se met sévèrement à ramer. Pourquoi? Parce que la boîte est trop longue. Le souci de cette boîte, franchement, c'est que la cinquième n'est qu'un rapport économique en fin de compte. Et à partir de 210-220 km/h, le compte-tour a du mal réellement à dépasser les 7000 tours minute. Je pense que j'ai jamais enregistré de vitesse dépassant les 220 km/h au compteur avec la CRX VTEC. Cela étant, la CRX, c'est pas réellement ce qu'on peut appeler une autoroutière. En fin de compte, je pense que là où elle se déguste le plus, c'est justement entre les 3 premiers rapports. Ça combiné avec un châssis qui, tout du moins sur une route plutôt lisse et sèche, vous permettra vraiment d'inscrire la voiture sans trop de problèmes. Si vous avez quelques petites notions de pilotage, sans pour autant être vraiment un pilote, la voiture vous pardonnera quelques écarts de conduite. Cela étant, attention, si vous avez absolument aucune notion de pilotage, justement, la voiture peut s'avérer être très vive, surtout au-dessus de 150 km/h, et vous envoyez très vite le cul de vent dans un mur. Je vous expliquer un petit peu comment fonctionne le châssis d'une CRX VTEC. Vous pouvez l'emmener sur un filet de frein, elle va s'inscrire toute seule. Si vous commencez à sentir le sous-virage dans les avant-bras, c'est bon signe. À partir de là, vous pouvez soit lâcher les gaz et elle va commencer à se remettre dans la trajectoire d'elle-même. D'un autre côté, si vous avez envie de vous amuser, contrairement à une Renault 19 qui ne permet pas ces écarts-là,
Il suffit vraiment de mettre un petit coup de frein sur la pédale. À partir de là, ça devient Holiday on Ice. La voiture part de travers dans tous les sens et il suffira d'écraser les gaz pour reprendre quand vous en aurez envie. Vous sentez la chicane, vous? C'est amusant et franchement, on ne s'en lasse pas. Le truc qu'il ne faut vraiment pas oublier par contre dans la CRX, c'est que elle n'aime absolument pas, à contrario, malgré ses 4 roues indépendantes, sa double triangulation sortie tout droit d'une Formule 1, elle n'aime absolument pas les routes bosselées comme on en a plein en France. Elle n'aime pas non plus la flotte. La motricité n'est pas super bonne, il suffit d'accélérer un peu trop fort et la voiture va passer du survirage au sous-virage, sans absolument aucune transition. Sur les routes bosselées, non seulement la motricité est mise à mal, mais le cul sautille. En fait, les amortisseurs ne sont pas assez réactifs. De plus, la direction a un très bon feedback, au moins jusqu'à 110-120. Du coup, vous savez exactement ce que les roues font. Le problème, c'est qu'elle se fait un peu floue et selon moi, elle est un peu trop démultipliée. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus comme les 205, c'est-à-dire un peu plus raide, mais avec un rappel plus conséquent et surtout une réactivité beaucoup plus marquée. Il suffira d'une chicane pour vous rendre compte que ça, plus des suspensions avec un tarage assez mou, surprenamment, avec une détente assez élevée, ne vous aidera pas réellement à gagner quelques secondes. Parlons des freins. Les freins, je sais pas quoi vous dire en fin de compte. Le truc, c'est que les freins, ils sont pas mauvais. Vous voyez, on a 4 freins à disque, ça freine plutôt bien. Le mordant est plutôt cohérent par rapport à la voiture. Grâce au poids, on peut quand même retarder ses freinages assez longtemps et le dégressif ne lui fait pas peur. Du moins, pas pour longtemps. En fait, le problème, c'est que ces freins-là, ils sont pas bien refroidis et les jantes ont une tendance naturelle d'origine à rejeter l'air vers l'extérieur. Donc, comme beaucoup de japonaises, les freins sont complètement insuffisants sur cette voiture en termes d'endurance. Ce qui fait que sur circuit, vous avez cette sensation bizarre de vous retrouver sans absolument aucun frein, avec une pédale de course qui commence avec ça et finit avec ça après 20 minutes. C'est vraiment un point que je trouve très dommage parce qu'en fait, vous commencez avec des arsouilles excellentes, mais pour finir au ralenti avec les warnings. Et ça, je trouve ça mais frustrant comme pas permis.